Et salut! Donc dans cette nouvelle petite vidéo, je vais te montrer rapidement comment créer une application, alors plutôt desktop, avec AppSmith. On va connecter un Google Sheet et tu vas voir que ben, c'est très 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 rapide et on va faire ce qu'on appelle du CRUD. Le CRUD, c'est quoi? Mais simplement en termes de développeur, c'est qu'on va venir interroger une base de données, récupérer de l'information et pouvoir aller modifier ou réécrire de l'information dans cette même base de données. Ici, on va utiliser Google Sheet comme base de données et on va se servir d'AppSmith en front. Allez, on voit ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer ce que l'on va avoir en finalité. Donc, on va avoir ici notre petite application qui va nous permettre ici d'enregistrer des éléments. Donc ici, ben, je récupère les éléments de ma base de données ici. Donc une petite base de données où j'ai un contact avec un mail, une adresse, des pays, une marque de voiture et une couleur. L'idée, c'est de récupérer les éléments de cette base de données et de pouvoir donc les interroger. Quand je clique sur un élément ici, vous voyez que dans ma partie violette à droite, je récupère bien l'élément. Et ici, je vais pouvoir éventuellement le rééditer de manière à pouvoir avoir une autre donnée dans cet élément. Je fais modifier et ici, ben, ça me met bien à jour ma base de données. Donc ici, je me retrouve avec mon élément modifié dans ma liste et je vais pouvoir également le retrouver ici, modifié bien sûr dans ma liste ici, Google Sheet. Donc c'est lié et c'est ce qu'on va voir, comment aller créer cette petite app qui peut très bien servir comme application de bureau pour gérer des fiches prospects, gérer des employés, gérer des véhicules, gérer toute une flotte, gérer des congés, pourquoi pas. Et donc, vous allez voir que c'est très, très facile avec AppSmith. Alors, pour commencer ici, ben, une fois que vous êtes sur votre nouvelle application, ben, on va commencer par la nommer. C'est la base, et puis on va l'appeler Custom Car. Donc ça sera mon application. Il en nomme et on va connecter notre base de données. Ben, la source qui va venir être alimentée, qui va alimenter notre application sur AppSmith, ben, évidemment que ça va être notre Google Sheet. Alors comment on connecte une page ou une feuille Google Sheet avec AppSmith? C'est très simple. Ici, vous avez plusieurs menus. Vous allez voir que ici, Query va vous servir à faire tout ce qui est requêtage. Et ici, Data Source, vous allez pouvoir décider entre différents data sources. Alors ici, on a du MongoDB, ici, on pourrait avoir du MySQL, et ici, moi, ce que je vais prendre, c'est une data source spécifique. Vous voyez d'ailleurs ici au passage qu'on pourrait ajouter des dépendances, des bibliothèques JavaScript pour ceux qui connaissent, de manière à agrémenter notre projet. Alors moi, je vais faire ajouter une data source. Vous voyez qu'ici, ben, j'ai toutes les data sources disponibles avec l'application. Donc, je vais pouvoir même aller connecter du Airtable ou du HubSpot si j'utilise un CRM HubSpot, ou carrément aller créer une nouvelle API et moi-même générer une API depuis AppSmith. Alors nous, ici, on fait du simple et on va aller connecter notre Google Sheet. Je clique sur Google Sheet. Et ici, chose importante, ben, il me demande qu'est-ce que je vais vouloir faire comme et qu'est-ce que je vais leur donner comme autorisation à AppSmith pour travailler avec ce sheet. Alors, très important, il faut que vous puissiez, si vous voulez faire du CRUD, ben, pouvoir lire, écrire et créer un élément dans notre, voire même delete, supprimer des éléments dans notre fichier. Donc, nous, on va mettre tous les droits. Ici, on va renommer donc notre source. Ça sera, il n'y a pas de notre mettre sheet parce qu'on voit le logo. On va mettre customer ou car, on va l'appeler car. Voilà. Ça sera très très simple. Et ici, on va donc faire un save et autorise. Donc, il va nous demander d'autoriser
une connexion à votre compte Google. Donc ici, c'est normal qu'il me demande la connexion à mon compte Google et il faut que je lui octroie les droits pour aller récupérer ce fichier dans mon Drive. Ici, en l'occurrence, étant donné que moi, je suis déjà connecté, AppSpace me trouve déjà une connexion. Je fais OK et je vais pouvoir donc du coup aller explorer mon Drive afin de pouvoir connecter le bon fichier. Ma data source est connectée. Vous voyez qu'ici, on est OK. Et on va pouvoir donc maintenant lui donner les directives pour la connexion de notre fichier. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Google Sheet, je vous invite à regarder des vidéos ou à essayer déjà de créer votre propre Google Sheet avec les colonnes. C'est ni plus ni moins que du Excel. Et sur cette phase ici où nous allons créer les requêtes, regardez bien car c'est ici la phase la plus sensible d'AppSmith qui est la création de la requête. Mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors maintenant, on va venir créer notre requête. Alors la requête, c'est une query en anglais. On va venir ici donc sur la partie New Query et on va aller faire une nouvelle query qui va être associée à notre dataset. Notre dataset ou notre data source si vous préférez. Du moment que nous l'avons identifié, ici, va vous le mettre ici dans la liste. Donc le bon data source ici, moi c'est car et je veux faire une requête sur car. Ici, vous voyez donc qu'il me nomme une première requête, donc lui il l'appelle API. Moi je vais faire un query, donc comme ça je sais que de car. Hop. Alors pour le nom des requêtes, vous pouvez les taper comme vous voulez. Je vous invite à donner quelque chose de parlant, c'est-à-dire en termes de CRUD, si vous faites de l'update, si vous faites de l'ajout, si vous faites du requêtage, c'est bien de mettre qu'est-ce que fait cette requête. Ça vous aidera tout à l'heure pour récupérer les informations. Ici, on va lui mettre plusieurs paramétrages. Donc le premier, c'est qu'est-ce que je vais lui autoriser à faire comme opération sur cette requête. Et ici, je vais pouvoir récupérer le détail, récupérer, insérer quelque chose, mettre à jour quelque chose. Vous voyez, c'est à partir d'ici que je vais pouvoir faire les différents éléments. Moi, ce que je veux, c'est récupérer tout l'ensemble de mon tableau. Donc, je vais faire un fetch many. Donc, récupère l'ensemble. L'entité, ça va être à partir des lignes de ma sheet. Et ici, je vais devoir lui spécifier quelle est la spreadsheet que je vais utiliser. Donc évidemment, ici, il va me proposer la première qu'il trouve, lui, parce qu'il est connecté à mon compte Google. On va lui préciser donc la spreadsheet, mais aussi la sheet. Donc ici, ça va être la même chose, parce que je n'ai pas mis de nom spécifique. Ici, à ma spreadsheet, j'ai mis exactement le même nom. Donc ici, d'abord la sheet, le nom, puis l'onglet de votre feuille Google Sheet. On pourrait spécifier éventuellement des colonnes qui viendraient s'ajouter spécifiquement pour le requêtage, mais moi je veux prendre toutes les colonnes, donc en fait je mets all colonnes pour mon requêtage. Et je pourrais ici mettre des clauses, des conditions sur des filtres sur certains éléments. Je ne pourrais récupérer par exemple dans la colonne nom que si le nom s'appelle Dupont, par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments de filtrage que vous allez pouvoir démarrer. Petite information rapide, vous avez peut-être constaté ici que j'ai un petit bouton JS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AppSmith ici va pouvoir respecter et récupérer ici, vous voyez, du code en mode JavaScript entouré ici de crochets. Alors, on le verra peut-être plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va rester dans le mode, je dirais, entre parenthèses, automatique. Alors, nous, à partir de où on va démarrer? À partir de
la ligne 1, hein, id row index. Et à partir de là, donc une fois qu'on a paramétré ces éléments, ben on va faire notre première requête. Et donc pour faire notre première requête, ici vous avez un petit bouton Run et on lui dit OK, vas-y. À ce moment-là, il interroge toute notre base de données, il se connecte à notre base Google Sheet et vous voyez qu'ici il me renvoie un format JSON. Alors le JSON, je l'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos. Je vous invite à vous rendre sur cette formation où j'explique un peu ce qu'est le JSON. Pour faire simple, c'est un format informatique de données. Donc on pourrait comparer ça à du tableur, mais en mode numérique. Et ici, donc, j'ai tous mes éléments où je retrouve à chaque fois mon contact avec l'adresse, le pays, le type de voiture et la couleur et la ligne, hein, le row index, c'est le numéro de la ligne. Et donc, vous voyez qu'ici, je vais avoir toutes mes lignes. Hein, donc, je suis sur 116 lignes ici dans mon fichier. Donc, ici, normalement, il m'a fait un fichier de 116 enregistrements. D'ailleurs, il y en a même plus. Oui, parce qu'en fait, il met... oui, le row index devrait être plus important ici. OK. Alors, comment vérifier que ma requête est bonne? Très simplement, ici, une fois que votre requête est faite, vous avez ici, il vous propose d'ajouter directement dans votre document un tableau. Donc, il va reprendre soit ici une table, soit des charts, soit une liste, soit un texte. Hein. Donc, ce sont des éléments, des suggestions rapides de ce qu'on va mettre dans notre page Canva de notre application. Donc là, sans plus attendre, je vais aller directement, moi, sélectionner une table que je vais vouloir mettre. Donc je clique sur table et vous voyez qu'elle vient se positionner ici sur mon Canva. Donc le Canva, c'est l'interface de votre application. Donc vous voyez qu'ici, il vous fait un tableau, alors que vous allez pouvoir élargir hein, selon le nombre d'éléments que vous voulez voir apparaître sur votre page. Hein, donc nous, on va le mettre un peu ici, parce qu'on va mettre quelque chose ensuite à côté. Et on va pouvoir, donc ici, voir que il m'affiche bien toutes les colonnes de mon Google Sheet. Et je retrouve ici donc directement la requête. Vous voyez qu'ici, lui, pour avoir les datas, il a fait dans ma table 1, qui est l'ensemble ici de mon élément, il fait une query car. Donc query car, c'est ma requête de récupération de mes datas. Il récupère toutes les datas. Donc pour lui, ici, il a autant de colonnes. Et certaines colonnes ici, par exemple, moi, les row index, je n'ai pas envie de les voir dans mon tableau ici affiché, je peux les cacher. Je clique sur le petit œil et vous voyez qu'ici, le row index a disparu. Et en fait, je pourrais ici venir réajuster, vous voyez, directement à la volée, mes petites colonnes pour les mettre comme il se doit. Alors, de manière à aérer un peu mon tableau. Alors, c'est un peu embêtant quand on laisse cliquer. Voilà, il faut éviter de laisser le doigt cliquer dessus. Voilà, donc ici, je peux agrandir un petit peu de manière à ne pas avoir de slide. Voilà, alors sachez que ici, le row index, il vous le met ici, hein, mais vous ne l'aurez plus, elle est masquée quand vous allez faire un deploy pour déployer votre application et pour vérifier en effet ce qui s'y passe. Donc, ce que je vais faire de suite, je vais renommer ma table 1 en faisant un car. On va l'appeler table, voilà. Tableau car. Et puis voilà, j'ai renommé ici simplement mon tableau. Vous voyez que sur cet élément Canva, d'ailleurs ici, vous pouvez directement faire une recherche, appliquer des filtres ou downloader quelque chose si vous voulez récupérer un fichier, par exemple CSV de ce tableau. Donc ça va vous le mettre automatiquement. Il me dit qu'il y a 20 enregistrements sur 2 pages. Et vous voyez qu'ici, donc j'ai tous mes éléments directement affichables dans AppSmith. Alors, tu trouves ça intéressant? Alors, ne quitte pas parce que ça va devenir un peu plus croustillant. Maintenant qu'on a mis en place notre tableau et qu'on arrive à récupérer des informations depuis notre Google Sheet et les afficher surtout, on va voir comment les modifier via un formulaire. Tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça.
Donc, déjà pour notre petite application, petit bandeau. Donc ici, vous allez avoir sur le petit bouton widget tous les éléments que vous allez pouvoir ajouter à votre application. Donc ici, on va pouvoir mettre de l'audio, ajouter des boutons, ajouter un bouton caméra, des charts, donc des graphiques, un QR code scanner, un date picker, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc je vous laisserai regarder tout ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre un petit container. Donc le container, c'est un peu ce qui va venir faire un peu l'enveloppe de tout ce que vous allez mettre sur votre application. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire glisser où vous voulez. Et vous voyez que ça bouge automatiquement l'élément qui est dessous. Donc ici, je viens mettre mon container. Hop, il est où? Il est où? Il est où? Il a disparu d'ailleurs. Je viens le remettre là. Voilà, et puis je vais venir réduire ce container. Alors vous voyez que c'est automatiquement du fluide du moment où vous allez agrandir l'élément. Voilà, ici lui, je vais venir le mettre là. Mon cartable, voilà. Je le prends sur la petite étiquette et vous voyez que je peux le bouger. Ça devient rouge, c'est que c'est pas bon. Et vous voyez que ça aligne automatiquement ces éléments. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Ce container, je vais lui mettre donc ici, vous voyez que sur la droite, ici, je vais pouvoir le renommer leader, par exemple. On va reprendre les bonnes pratiques. Et je vais pouvoir ici donc lui donner des éléments. Est-ce que c'est visible ou non? Est-ce que le contenu est scrollable? Est-ce que je mets une animation au chargement? Donc ça, ce sont des choses qu'il fait lui de tout seul. Ce qui m'intéresse plus, c'est ici dans le style où je vais pouvoir donc mettre un background, donc choisir une couleur. On va choisir un joli bleu et je ne mets pas de bordure et je vais pouvoir par contre mettre un bordure radius différent, vous voyez, donc un arrondi un peu plus accentué sur et voire même du, euh, du shading derrière les fenêtres. Je vais venir ajouter à ce container un titre. Donc je vais aller prendre ici mon onglet texte que je viens glisser, vous voyez, à l'intérieur. Donc c'est du drag and drop. Quand je vous disais au début qu'on est dans du no-code, low-code, on est totalement là-dedans. Ici, je vais l'appeler title. Alors, me demandez pas pourquoi je mets les titres et les éléments en anglais. Ça, c'est mon passé de développeur qui revient à la charge et qui me fait taper les éléments directement. Donc ici, on va l'appeler application gestion de flotte, par exemple. Alors, on va même pas mettre application, on va mettre juste gestion de flotte. Flotte, auto, ça serait mieux. Et puis ici, on va pouvoir, pareil, on va pouvoir ajouter du style à notre élément. Donc, choisir une police. Tiens, par exemple, la Poppins. On va aller mettre ça en XL, donc en grand. Il va falloir que je vienne agrandir un peu mon élément ici. Et puis, on va changer surtout la couleur. Donc, la couleur, on va mettre ça en jaune comme ça. Voilà, c'est très, très sympa. Et je peux venir faire glisser mon élément là où je veux. Si j'agrandis, je vais mettre ça sur une seule ligne. Et vous voyez que ça prend automatiquement le formatage. Je vais pouvoir ici rajouter des couleurs en hexadécimal, une bordure aussi, ou ici décider d'aligner mon texte à l'intérieur même de son container. Donc tout ça, c'est tout ce que vous pouvez faire, évidemment avec un type texte, mais par contre, si vous mettiez autre chose, on le verra tout à l'heure, on aurait d'autres paramétrages aussi sur nos éléments. Donc on a fait notre petit titre, et maintenant, ce qui est le plus important, c'est de venir faire mon petit formulaire. Alors je vais agrandir ça pour avoir tout mon tableau, et je vais venir ajouter donc un autre container. Cette fois, alors pourquoi je mets des containers? Parce que, je vous l'ai dit encore une fois, c'est beaucoup plus pratique pour ajouter des éléments. Donc vous voyez ici, je vais pouvoir l'aligner avec l'autre. Et comme j'ai besoin de plus de place pour mon tableau, je vais pouvoir réduire mon container, voilà, de manière à ce que mon tableau ne me fasse pas
pas trop d'escalier là. Donc, de toute façon, la dernière colonne, je ne vais pas la voir, étant donné que la colonne est cachée. Voilà. Donc le roi index, ne vous inquiétez pas pour ça, il va disparaître ensuite. Ici, je vais élargir mon container. Voilà, on essaye d'aligner les choses, hein, comme on ferait du web. Et je vais peut-être venir lui mettre un petit fond. Non, on va voir tout à l'heure. Je vais venir surtout lui mettre un formulaire. Alors, le formulaire, ben, il existe ici. Donc vous avez le bouton forme. Et je vais le prendre, je le fais glisser à l'intérieur de mon container. Donc ici, hop, je l'élargis et vous allez voir que je vais le faire prendre ici toute la place de mon container. Pourquoi? Alors j'aurais pu mettre le forme directement. Mais si je veux bouger mon container ou donner un style différent ou par exemple mettre une image dans mon container en fond, avec mon formulaire en transparence, ben, c'est plus facile d'aller mettre un container derrière. En l'occurrence, d'ailleurs, si mon container, donc je l'appelle compte forme, par exemple, je viens y ajouter de la couleur dedans, ben, vous allez voir que ça prend effectivement la couleur du fond de mon container, mais mon formulaire, lui, reste blanc. Donc c'est ici, par exemple, dans mon formulaire. Hop, je l'appelle forme, que je vais pouvoir, dans mon style ici, éventuellement mettre une couleur différente. Mais vous voyez qu'ici, je peux le mettre en transparence, et du coup, je retrouve bien hein, les éléments en transparence. Alors pour l'instant, on va le laisser blanc, de manière à voir ce qu'on fait ici, parce que vous voyez qu'il nous a mis d'office, dans le formulaire, un bouton reset et un bouton submit. Alors ces petits boutons, je vais les mettre ici. Mon petit bouton submit, je vais le placer là. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Alors, vous voyez qu'il s'appelle bouton 1, bouton 2. Ben, pareil, hein, pour les éléments, ben, je vous invite à renommer à chaque fois vos éléments. Donc ici, on va l'appeler BTN sub. Voilà, comme submit. Prenez l'habitude hein, de faire ces choses-là. Alors, c'est vrai qu'on est dans du no-code et qu'on n'a pas forcément ces réflexes. Mais je vous invite vraiment à le faire. Ça sera beaucoup plus simple par la suite pour vous. Obligez-vous à renommer ces éléments-là. Vous verrez, quand vous avez une application qui est un peu complexe, c'est pas évident de retrouver ces éléments. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans ce formulaire, on va venir récupérer nos éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir créer des champs. Et pour chaque champ, je vais vouloir récupérer l'élément cliqué ici de mon tableau. Alors, comment je vais faire ça? Je vais aller ici, toujours pareil, dans mes widgets, et je vais venir aller récupérer un champ. Donc, comment on trouve un champ dans un formulaire? Vous l'avez peut-être déjà vu. On récupère ça avec des champs, ce qu'on appelle input, où on peut aller mettre des éléments. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller prendre ce champ input ici, et je vais le faire glisser. Alors, il n'a pas glissé. Hop. Dans mon forme. Donc, vous voyez, je vais le mettre ici. Je vais l'aligner avec le titre. Voilà, et j'élargis. Alors, ici d'ailleurs, en l'occurrence, mon formulaire, ici, je vais nommer de suite ce titre. Donc, ce que vous avez ici dans la partie texte, et je vais lui mettre modification ou update. On peut le mettre en anglais, mais on va le mettre en français. J'ai besoin de voir tout mon titre, donc j'élargis mon petit texte. On va lui mettre un petit fond bleu, une petite couleur en bleu de manière. D'ailleurs, vous voyez que AppSmith, du coup, récupère vos applications, les couleurs de l'application et vous les met ici en favori. Donc, comme ça, vous réutilisez toujours les mêmes éléments. Ici, dans mon input, on va commencer dans l'ordre de mes colonnes. Et ici, j'ai besoin de récupérer en premier le contact, ensuite l'adresse, le pays,
la voiture et la couleur. Alors, celui-ci, ben, je vais le renommer, hein, donc on continue dans la bonne pratique. Et lui, ben, on va l'appeler donc input contact. Ici, pour l'input contact, vous voyez qu'ici, je ne vois pas le label, c'est-à-dire le bout de L ici qui s'affiche, qui en fait signifie à quoi correspond ce, ce champ. Alors ici, deux choix, soit vous pouvez carrément l'effacer, donc c'est ici que je vais appeler mon champ label, donc contact. Est-ce que je veux qu'il s'affiche ou est-ce que je veux qu'il ne s'affiche pas? Donc ici, en fait, je vais augmenter la largeur de ma colonne, vous voyez. Ici, je vais pouvoir venir jusqu'au bout de mon élément pour ajouter tout ça. Alors ici, on va en réduire, il y en a peut-être un peu trop, parce que contact, c'est pas très... Voilà. Et vous voyez qu'ici, mon label s'affiche correctement. Si jamais vous ne voulez pas de label, ben, il vous suffit simplement de supprimer ici le label, hein, et il n'y aura pas de label dans votre champ. Vous voyez que votre champ prendra toute la largeur qui lui est destinée. On va pouvoir éventuellement mettre une valeur par défaut, mais qui pourra être, comment dire, modifiée. Donc ici, je peux mettre contact, mais de toute façon, quand je clique dedans, la personne va pouvoir effacer et ajouter son élément. D'accord? Donc ça permet de faire hein, ce qu'on appelle un placeholder directement dans le champ. Mais si je descends ici, vous voyez que le placeholder existe bien. Et vous allez voir qu'à la différence de contact que j'ai mis ici dans le default value, ben ici, je n'aurai pas besoin de l'effacer. Le placeholder, vraiment, me donne le curseur en début de champ. Et ici, je peux mettre email. Vous voyez, le placeholder s'efface. Donc, on va plutôt faire ça. C'est beaucoup plus propre. Je passe rapidement sur toutes les caractéristiques de validation d'éléments que l'on peut mettre dans un champ input, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et vous voyez qu'à chaque fois, on peut mettre du JavaScript. Hein. Donc pour les développeurs, vous n'allez pas être perdus. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et on va pouvoir mettre même des éléments. Donc quand le texte change, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vois un message? Est-ce que j'envoie? Est-ce que je refresh? Est-ce que je fais? Mais on va le voir de tout à l'heure avec le trigger, c'est-à-dire l'événement onSubmit, qui va nous permettre de dire ben, qu'est-ce qu'on fait de tous ces champs quand on les aura remplis ou modifiés. Alors, je passe rapidement sur tous ces champs que je vais venir recréer pour qu'on puisse aller sur l'upload. Ici, je vais pouvoir donc dupliquer directement mon widget. Je clique ici, clac. J'ai dupliqué mon widget. En fait, il a copié. Et je vais pouvoir le coller. Vous voyez qu'il me fait INP contact. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous avez paramétré un des widgets et que vous voulez exactement le même derrière, ça permet d'aller plus vite. Donc là, je vais pouvoir faire V, CTRL V, CTRL V. Donc il m'en faut 5, 2, 3, 4, 5, CTRL V. Voilà. Et vous voyez que tous mes widgets sont alignés sur le même et ils ont la même caractéristique. Sauf que moi, je vais aller les modifier. Ici, je ne vais pas l'appeler contact copy. Ici, je vais l'appeler adresse. L'autre ici, je vais l'appeler country. Alors, essayez de respecter l'ordre de vos colonnes. Idem, hein, parce que vous verrez que c'est beaucoup plus simple ensuite pour vous y retrouver, surtout quand vous avez des longs formulaires à faire. Ça sera car. Et dans les noms des étiquettes, vous n'êtes pas obligé de mettre des majuscules. Voilà.
D'ailleurs, c'est peut-être plus conseillé, plus pratique de ne pas en mettre. Alors ici, j'ai tous mes éléments. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, j'ai une étiquette. Je vais aller modifier d'ailleurs le placeholder. Donc ici, ça va être adresse. Donc ici, 535 Road Street. Voilà. Ici, pour le country, ben, ça va être le nom du pays. Donc je vais venir modifier aussi le placeholder. Donc ici, on va mettre French, bien sûr. Pour la voiture, donc ici, on va mettre, ben, qu'est-ce que j'aime comme voiture? Ferrari. Et pour la couleur, eh ben, moi, j'aime le bleu. Donc on va mettre bleu. Alors bon, moi, j'ai tout en anglais hein, dans mon fichier. Libre à vous de mettre en français. Ok, donc on va venir maintenant faire la partie la plus intéressante qui va être de dire ben, quand je sélectionne ici une ligne, qu'est-ce que je récupère ici comme information? Et c'est là que vous allez voir que ben, toute la puissance des API va être utilisée hein, parce que je vais pouvoir faire ça très simplement. Donc ici, je me mets par exemple sur contact et qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire dans le défaut value, on va lui rentrer une commande. Alors la commande dans AppSmith, ça se met entre accolades. Alors, je mets ça ici. Et qu'est-ce que je vais appeler entre mes accolades? Je vais venir appeler ma table ici. Donc vous vous rappelez que j'ai nommé car tab. Ben, je vais venir appeler car tab. Alors, regardez bien, il me suffit de taper quelque chose entre les moustaches et automatiquement AppSmith me propose ici des objets, des nombres, tout un tas de choses que je vais pouvoir récupérer hein, et lui demander d'afficher. Alors moi ici, ce que je vais lui demander d'afficher, c'est je vais récupérer dans mon tableau qui s'appelle cartable, je vais récupérer la row ou la ligne qui est sélectionnée. D'où cette fonction, quand vous avez un point avec un élément derrière, c'est une fonction qui s'appelle selected row. Donc je clique dessus, vous voyez que ça vient me le mettre directement. Et j'ai un petit élément de debug qui est très sympathique parce qu'ici, ben, il me met directement l'élément que lui récupère. Donc ici, on voit bien que la ligne violette, c'est la ligne qui est sélectionnée. Et donc, c'est la voiture, c'est Mahindra, Mahindra. Si je prends celle-là, on va prendre celle-là, Chevrolet. Donc, je reviens ici, toc, Selected Row. Hop, vous voyez qu'ici, on voit bien Chevrolet, la couleur bleue, et c'est la ligne 3. OK. Donc, ici, ben, je vais pouvoir laisser cet élément-là. Et je vais faire de même pour tous les champs sur lesquels je vais vouloir récupérer l'élément. Ce que je vais pouvoir par contre spécifier ici, c'est quel élément je veux, c'est-à-dire qu'ici il me récupère tout, vous voyez. Mais moi ce que je veux, c'est la ligne sélectionnée, mais je veux par exemple en premier élément le contact. Donc, ici je veux le nom contact. Et vous voyez qu'ici il me récupère bien bdbrown.verizon.net. OK? Alors, ben, du coup, on va faire ça pour tous nos éléments. Donc, on vient ici dans le défaut value entre moustache. On va aller chercher notre car tab. Car tab selected row. Et la colonne, ben, c'est adresse. Ah, vous voyez, il vous le propose. On va le mettre devant. Ici, idem. Donc, je reviens dans le défaut value. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire du copier-coller. Hein. La chose importante, c'est de sélectionner la bon élément de colonne. Voilà, ici pareil. Alors, c'est bien de le taper, ça vous entraîne. Par table Selected Row. Et je vais récupérer ici, excusez-moi,
la voiture, et il me reste ici le dernier élément qui est la couleur. Voilà. Donc, j'ai récupéré mes 5 colonnes et vous voyez qu'ici, j'ai mes 5 éléments que j'ai bien récupérés dans mon formulaire. Alors, dans cette partie, on a créé justement la possibilité de récupérer l'information dans notre formulaire, mais on va maintenant mettre à jour cette information. Avant de pouvoir mettre à jour cette information, il faut qu'on puisse communiquer avec notre API et communiquer avec notre sheet en créant une autre requête, mais cette fois pas dans le sens sheet vers AppSmith, mais plutôt de AppSmith vers sheet. Donc, nous revenons dans notre partie ici. Et comme on l'a fait pour le query, on va faire un update. Donc, on va ajouter une nouvelle requête, toujours pareil avec notre data source qui est carQuery. Et cette fois, on va la nommer update. Hop. Update car. Alors, j'ai pas mis de majuscule sur la query, on va faire pareil. Update car. Voilà. Comment on va faire ça? Alors, comment on fait un update? Alors, vous allez voir, c'est comme on a fait pour la query. Ici, on va venir sélectionner la possibilité de updater un élément. Donc, on va faire un update one, parce qu'on va mettre à jour que quand on va cliquer sur le bouton de notre formulaire, qu'un seul élément. On va préciser la ligne. Donc, qu'est-ce qui sera updaté? La ligne qui sera sélectionnée. Donc, sheet row, et l'option de notre spreadsheet, c'est toujours la même, c'est car prospect, et on vient sélectionner le bon feuillet. C'est ici que ça risque de se compliquer un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici, pour pouvoir updater un élément, il a besoin ici d'un élément, d'un tableau JSON avec les éléments qu'on va lui faire passer. Donc, c'est ce qu'on va appeler communément comme réponse. Il va falloir lui donner les éléments que l'on va lui insérer dans la ligne. Alors, comment ça se présente ici? C'est comme tout à l'heure, on a vu avec nos fameuses moustaches. Ça va se présenter pareil. Il va falloir qu'on tape ça entre double moustache. Et puis, il va falloir qu'on lui mette ça sous forme de tableau. Alors, vous voyez qu'ici, il me propose directement le cartab selected row. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller récupérer. Donc, je vais à la ligne. Alors, pour l'indentation, vous faites touche tab. Comme ça permet d'avoir du code beaucoup plus propre. On va aller rouvrir notre moustache. On va faire entrer, vous voyez, de manière à indenter notre code. Et cette fois, on va lui dire, à partir du row index, donc le row index, c'est l'index de la ligne qui est sélectionnée. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va récupérer le cartab, selected row, donc comme tout à l'heure. Par contre, on va lui récupérer le row index. Vous voyez qu'ici, dès que vous tapez les éléments, il vous le propose. Et en format JSON, quand on veut taper plusieurs éléments dans une même fonction, on va fermer notre ligne par une virgule. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer? Vous voyez ici, d'ailleurs, que dans le debug, on récupère bien le row index 3. C'est l'élément qui est sélectionné aujourd'hui dans mon formulaire. Donc, on est bon. On va continuer, on va faire entrer, tout simplement. On va ajouter une ligne. Et ici, on va ajouter contact. Donc, ici, à quoi correspondent ces éléments? Ça correspond tout simplement aux entités de vos colonnes.
Donc, contact, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer l'email. Alors, attention, parce que là, il faut que je récupère le nom de mon champ, très important. Et le nom de mon champ, c'est quoi? C'est, si je me rappelle bien, alors je vais aller le revoir parce que je ne veux pas faire d'erreur. Je reviens dans Widget. Hein, vous pouvez annuler et revenir. Ici, il va me falloir INP contact, INP adresse, INP country, INP car, INP color. OK? Donc je reviens ici sur mon widget, je vais pouvoir le reprendre. Je reviens sur update. Et il va me falloir INP contact. Donc normalement, il me les trouve tous ici, vous voyez, en rose. Donc INP contact qui représente ma colonne contact. Hein. Attention, le nommage de vos colonnes ici dans votre sheet. Il faut vraiment que ce soit écrit pareil. Hein. La casse est importante. Hein. INP contact. Et qu'est-ce que je veux récupérer du INP contact? Le texte. Je mets ma petite parenthèse. Vous voyez qu'ici, je vérifie bien que je récupère bien l'élément. Je vais récupérer le pays, donc country. Alors normalement, c'est comme ça dans mon tableau. Et je vais récupérer le INP country, qui est ici. INP contact, INP country, qui est un objet pour les puristes. Et je viens valider avec une virgule. Je continue. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la voiture. Donc ma colonne car, qu'est-ce que je viens récupérer? Donc INP. Vous voyez l'importance du nommage hein, de vos champs. Très important. Hein, parce que là, quand vous avez tous vos champs qui s'appellent forme, ben, bonsoir pour récupérer les éléments. Hein. Alors, c'est un champ texte. Ah, j'ai mis un point virgule, c'est pas bon. C'est un point texte. Voilà. Et je ferme par une virgule, j'ai dit. Voilà. Il me reste la couleur. Donc, color. En plus, j'ai écrit ça, je sais pas n'importe comment, moi. Hein. Color, ouais. Bon, je vais pas le modifier maintenant. Mais je vais récupérer INP color et je prends le texte. D'accord? C'est un champ de texte. Et là, comme c'est ma dernière ligne, je ne mets pas de virgule. OK? On voit bien ici que dans mon debug, j'ai bien récupéré mon JSON et que je récupère bien les éléments de ma ligne. Ici, je récupère bien chaque champ incoming entities, donc ça me dit que je récupère bien tous ces champs. Et je vais pouvoir maintenant donc faire un run, toujours pareil, pour valider cette fois mon update. Si je n'ai pas d'erreur, vous voyez ici, j'aurai un message Update Sheet Successfully. Ça veut dire qu'il m'a bien validé, qu'il s'est bien connecté à ma sheet et que pour lui, tout fonctionne correctement. Alors ça va? C'est pas trop long? Bon, c'est vrai que la deuxième partie ici peut faire un peu chauffer la tête, mais bon, on va voir qu'on a bientôt terminé. On va simplement venir ajouter notre petit bouton Update et qui va finaliser ce tableau et on va pouvoir donc récupérer les informations et en modifier. Peut-être qu'on ira sur l'ajout d'un élément dans notre tableau. Ça fera peut-être partie d'une prochaine vidéo. Donc, notre application, et puis il va nous rester à valider les éléments, c'est-à-dire une fois que notre bouton Submit sera cliqué, ça vient mettre à jour réellement les éléments dans ma base de données et dans mon tableau. C'est ce que l'on veut au départ. Donc ici d'ailleurs, je n'ai pas testé encore mon application, donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller la tester directement avant de la déployer. Hein. C'est ici que je vais pouvoir la déployer, on le verra à la fin. Mais ici, je vais la tester, donc je vais regarder sur mon petit œil ici, voir ce que ça donne. Et quand je clique sur une ligne, ben, je vais voir si ça se met bien à jour dans mon formulaire. Donc c'est bien ce qui se passe.
Par contre, vous voyez qu'ici, si je fais reset ou si je fais submit, ben, il n'y a rien qui se passe. Ça revient à l'élément d'avant. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant et c'est ce qu'on va voir comment donc modifier cet état-là. Ici, sur mon petit bouton, donc comment ça va se passer? Ben, je vais venir ajouter donc un élément, c'est-à-dire une fonction qui va se lancer une fois mon bouton cliqué. Donc comment on fait ça? Ben, très simplement ici, je vais déjà modifier mon bouton, donc modifier, il va s'appeler, voilà, plutôt que submit. Et ici, on va lui donner plusieurs éléments. Alors, ici, ben, on pourrait déjà mettre un petit tooltip, on verra après. Donc, une petite étiquette, hein, c'est une tooltip qui s'affiche quand il se passe quelque chose ou quand je passe mon curseur sur le bouton pour savoir ce que ça fait. Hein, donc, ici, je pourrais mettre clic pour mettre à jour, par exemple, ou pour modifier. Voilà, c'est une petite tooltip, hein, donc quand je passe ma souris dessus, tu vois, hop, ça fait un petit élément comme ça. On va pouvoir y installer un Google Recaptcha, donc ça c'est très utile quand vous publiez votre application en ligne pour éviter les clics intempestifs des robots. Hein, donc ça, je vous invite à le mettre. Et on va, nous, surtout, lui donner un événement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait quand on clique sur le bouton. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on va aller mettre ça ici. Je vais cliquer sur mon bouton et on va développer ici les éléments du form setting. Hop. On va développer le général et on va lui demander de faire quelque chose. Alors, dans les éléments ici du clic, ben, ici on peut lui spécifier hein, qu'est-ce que l'on fait quand il se passe quelque chose. Donc ça se passe ici dans les events. Hein, et puis on va lui dire que au clic, tu exécutes une requête, tout simplement. Donc ici on va lui faire execute a query. Quelle query il va exécuter? Il va exécuter la update. Hein, c'est celle-ci qu'on va lui faire exécuter. Donc, vous voyez qu'il me rajoute une fonction onClick, hein, qui est du JavaScript. Et à cette fonction onClick, il m'ajoute la fonction updateCar run, qui veut dire en fait lance la fonction update. Nous, on va lui ajouter un peu plus de choses. C'est qu'on va lui dire ensuite, de manière à rafraîchir notre tableau ici pour qu'il soit mis à jour automatiquement, à chaque fois qu'il y a une modification, on va lui dire, s'il y a succès, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que s'il a bien mis à jour notre base de données, alors exécute la fonction queryCar, c'est-à-dire qu'il va le rappeler, il va réinterroger la base de données qui vient d'être mise à jour depuis mon sheet directement dans mon tableau, de manière à mettre à jour ici directement ce tableau. Et en erreur, on pourrait dire, si jamais par contre ça ne se fait pas, qu'il y a une erreur, on pourrait carrément lui dire, je ne sais pas moi, ouvre une fenêtre modale avec, attention, il y a eu un problème. Donc on pourrait carrément afficher une pop-up ou afficher un message, par exemple. Voilà, ici on va mettre un message. Un problème est survenu. Voilà, par exemple. Le type de message, ça sera un error, un warning. Voilà. Et vous allez voir que ça fait un show alert. Alors peut-être qu'on ne va pas le voir parce que j'aurai pas de problème. Mais en fait, vous voyez, pour les puristes, encore une fois, ici, que ça vous crée du JavaScript. Le show alert, c'est une fonction JavaScript qui va faire en plus un warning. Donc ça va mettre un bandeau rouge. Attention, il se passe quelque chose. Donc vous voyez, je n'ai rien codé. Je parle bien de low code dans cette application AppSmith. Donc on n'a pas besoin d'avoir un niveau très très évolué éventuellement en code pour comprendre ce que l'on fait. Hein. C'est assez intuitif. Alors je vais revenir ici. Vous voyez que mon application, au passage,
je n'ai cliqué nulle part pour sauvegarder. Elle se sauvegarde toute seule, c'est dans le cloud. Hein, donc c'est totalement connecté. Et ici, donc je vais venir tester mon élément. Donc je vais venir sur Yellow, je vais faire Pink et je vais voir si ma fonction Update se fait. On voit que le bouton tourne, ça fait bien le refresh de mon tableau et ici on voit bien que c'est passé à Pink. Ok, alors il se remet sur la première ligne, c'est normal parce qu'en fait je lui demande de refaire un query de tout mon tableau. Je vais refaire un test avec cette ligne-là, la première, comme ça on verra mieux. Ici il m'a dit que c'était blue, hop, je clique dessus. Mais si moi je veux pas blue, on va mettre black. On est bien les couleurs en anglais, c'est génial. Je fais modifier, ça mouline et ça me vient bien mettre ici Italie, Fiat et la couleur, c'est black. Ok. Alors j'ai pas de message d'erreur, désolé, parce que l'update se fait comme il faut. Je vais aller voir surtout sur ma Google Sheet ici si ça le met bien à jour. Et vois ici que ma première ligne, c'est bien black. Donc, mon CRUD fonctionne. Hein, et mon tableau, maintenant, j'ai vraiment une interaction avec ma Google Sheet et ça se met à jour en instantané. Alors, tu as vu, c'est pas très compliqué. On a fait ça en une petite demi-heure, hein, si j'arrête de blablater. Mais c'est quelque chose qui peut se faire très très rapidement et tu peux faire ta petite application en low code en l'espace de 2 heures. Ça peut être très très utile dans plein de cas. Et surtout, ce que je vais montrer là, c'est que une fois qu'on va le déployer, on va pouvoir donc partager, donner des droits si on veut quelque chose de privé à cette application. Et on va voir aussi qu'on peut faire du versionning en connectant AppSmith au compte GitHub et en versionnant les différents éléments de développement. Donc c'est assez pratique quand on développe à plusieurs une très grosse application. Donc on a terminé notre application. J'ai dépassé un peu sur le temps alloué. Je voulais mettre moins d'une heure sur ces premières fonctionnalités, mais ça me paraissait intéressant d'aller jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si la version vous intéresse et si vous voulez en voir plus sur AppSmith. Je répète que j'ai une formation complète vidéo sur AppSmith où je viens connecter une base de données avec Notion. Donc je vous mettrai le lien en descriptif. Ici, ce qui va nous concerner, c'est maintenant de voir comment on déploie notre application. Effectivement, ici, mon application est prête et je voudrais qu'elle puisse fonctionner et que les gens puissent l'utiliser surtout. Donc, on va pouvoir ici faire deux choses. La première ici, ça va être de connecter votre application à GitHub de manière à versionner cette application quand on développe à plusieurs sur un gros projet et pouvoir développer différentes branches de notre application pour ensuite la finaliser. Je ferai peut-être une vidéo supplémentaire là-dessus parce que la connexion à GitHub est un peu spécifique et donc je pense qu'une vidéo dédiée serait le mieux. Par contre, ici, moi, ce que je voudrais, c'est déployer mon application. Donc, je vais simplement cliquer sur Deploy. Et AppSmith donc, va m'attribuer une URL spécifique à cette application que je vais pouvoir donc partager avec les différents utilisateurs. Donc ici, je retrouve mon application. Elle va fonctionner comme ce que j'avais tout à l'heure. Et bien sûr, ici, je vais pouvoir partager ce lien ici, donc directement avec soit des personnes invitées et que je vais pouvoir donc donner un rôle, hein, soit ils pourront modifier, soit ils pourront modifier et voir l'application, soit ils pourront simplement voir l'application et l'utiliser bien sûr, mais ils ne pourront pas modifier. Hein. Et bien sûr, ici, vous allez pouvoir mettre plusieurs rôles, plusieurs administrateurs éventuellement. Et si vous voulez mettre votre application totalement publique, il suffit de cliquer ici et copier ce lien et le partager. Et là, votre application deviendra totalement publique
et n'importe qui pourra venir l'utiliser. Alors, évidemment, ici, vous allez avoir une URL assez longue qui est spécifique à AppSmith. Hein. Pourquoi? Parce que là, on travaille dans l'application AppSmith Cloud, mais on pourrait venir y ajouter un nom de domaine et faire que notre application soit reliée à un nom de domaine. Dans le cas où vous voudriez complètement héberger AppSmith sur un de vos serveurs, ben, sachez que AppSmith le permet et vous pouvez donc récupérer les repos, donc c'est-à-dire tout le code source d'AppSmith sur GitHub ou depuis leur documentation et venir héberger AppSmith donc sur un de vos serveurs. Donc je répète, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et vous pouvez comme ça donc créer toutes sortes d'applications. Et vous allez pouvoir même démarrer avec différents templates qui vont vous permettre de lancer des applications très très rapidement. Donc vous voyez qu'on peut utiliser du MongoDB, du PostgreSQL, du Reddit, de l'API REST. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Donc, pour se faire un petit CRM, pour se faire carrément une application desktop ou mobile, ben, n'hésitez pas, c'est un super outil. Et dites-moi en commentaire, encore une fois, si le sujet vous intéresse. J'espère que cette formation t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Et si jamais je te propose ici ma formation donc qui se trouve sur Udemy complète, donc sur AppSmith, où j'utilise la base de données Notion et je montre un peu plus précisément et surtout on approfondit un peu toute cette histoire de CRUD et d'appel